Douce France explore aujourd'hui la plus vaste région de la métropole et l'une des plus attachantes, Midi-Pyrénées. Au pic du Midi de Bigorre, l'observatoire astronomique est depuis toujours le terrain de jeu de Sébastien, grand adversaire de la pollution lumineuse. À Tarbes, rencontre polyphonique et apéritive avec les chanteurs du groupe Vox Bigeri. Sur les torrents de l'Ariège, David perpétue l'ancienne tradition de l'orpaillage, avec succès. Sur les causses de l'Aveyron, les brebis d'Alice fournissent le lait d'un des fromages les plus célèbres de France, le Roquefort. À l'ombre du majestueux viaduc de Millau, la ganterie d'Olivier et de Jean-Marc défend un savoir-faire qui a fait la renommée de la ville. Dans le Lot, le musée de l'insolite de Bertrand est un chef-d'œuvre d'humour et de créativité. Enfin, entre Rocamadour et Luzèche, Abdon et Jean-Louis ont lancé leur propre transhumance. À la frontière avec l'Espagne, le parc national des Pyrénées s'étend en grande partie sur l'ancien territoire de Bigorre, dont le pic du Midi est l'un des phares. Le cœur du parc national des Pyrénées couvre environ 45 000 hectares. Des territoires d'altitude ne descendant jamais au-dessous de 1000 mètres. Les paysages, la faune et la flore y sont exceptionnels. On y recense 40% de la diversité végétale française. Dépourvus en général d'habitants permanents, les parcs nationaux offrent une nature encore indemne, protégée par une réglementation très stricte. Les gardes-moniteurs, comme Eric, sont un peu leurs anges gardiens. C'est un métier où je peux avoir la satisfaction d'être la majeure partie du temps en pleine nature. Voilà 15 ans que ce natif de la région parisienne a réalisé son rêve, travailler au grand air. Ici, je retrouve la nature sous un état... Enfin, elle me parle, quoi, elle me touche. Selon ses goûts, chaque garde-moniteur peut se spécialiser dans un ou plusieurs domaines environnementaux. Donc derrière, on voit le Vignomal, qui est le deuxième sommet le plus haut des Pyrénées, assez connu. Mais au pied du Vignomal, on a un des plus gros glaciers des Pyrénées, qui va être amené à disparaître du fait du réchauffement général du climat. D'ici une quinzaine d'années, on pense qu'il n'y aura plus de glaciers. Passionné de glaciologie, Eric organise chaque été des randonnées sur ces survivants des dernières glaciations. Le glacier d'Ossou, le plus long du massif, recule de 5 à 15 mètres chaque année. Le reste du temps, Eric et ses collègues sont en vadrouille. Ils assurent un suivi méthodique des populations animales, ainsi que des milieux dans lesquels elles évoluent. Aujourd'hui, avec Karine, il traque la loutre, du moins les traces de son passage. La loutre est une espèce très menacée, rare à observer. Ça, c'est une épreinte. On voit bien les restes, en fait. On voit des écailles, des restes de larves, plein de petits fragments qui n'ont pas été digérés, puis un aspect bien dense, en fait, un peu huileux. Elle est bien sèche quand même maintenant, donc voilà, on a un reste d'odeur encore. Il doit dater de 3-4 jours à peu près. Super. Le message préservation de la nature dans le cadre d'un parc national, il est inhérent à son existence, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour ça, et fondamentalement pour ça. Et ce message de préservation de la nature, je pense non qu'il n'est pas inné. Il n'est pas inné, il est lié à une éducation. Une joie importante, c'est quand même de réussir à amener les personnes avec qui je rentre en contact, de pouvoir leur faire partager une émotion par rapport à un endroit où je suis. C'est de pouvoir échanger.
à travers l'environnement, sur comment ils perçoivent le monde et l'endroit dans lequel ils sont, et comment moi je le perçois et comment en fait on peut arriver à trouver des points communs par rapport à ça. Le parc s'adosse sur la partie centrale de la chaîne des Pyrénées, la plus haute et la plus infranchissable. Une véritable barrière végétale et climatique. Étonnamment, l'altitude moyenne des Pyrénées est presque égale à celle des Alpes, dont les sommets sont pourtant beaucoup plus élevés. Mais les cols pyrénéens ne s'abaissent jamais aussi bas que leurs cousins alpins et donnent à la chaîne son aspect massif et finement échancré. À près de 3000 mètres, le pic du Midi de Bigorre porte depuis 1908 un célèbre observatoire astronomique qui jouit de conditions atmosphériques particulièrement privilégiées. Ce haut lieu de la science des étoiles, Sébastien le connaît bien. Astrophysicien de formation et animateur, il est très attaché à sa préservation. Mes deux parents sont astronomes, astrophysiciens, donc je suis vraiment tombé dans les étoiles à la naissance. Et d'ailleurs, Hubert Reeves, qui était le directeur de thèse de ma maman, m'appelle le Obélix de l'astronomie. Non pas pour mon embonpoint, mais parce que je suis tombé dans la marmite à l'instar d'Obélix. La pureté du ciel qui a fait toute la grandeur scientifique du pic du Midi est aujourd'hui menacée, même à 3000 mètres d'altitude, par le fléau qu'on appelle la pollution lumineuse. Alors en fait, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est que la lumière des villes publiques et privées, si elle est mal dirigée, c'est-à-dire si elle est dirigée vers le ciel, bien cette lumière est diffusée par les particules qui composent l'atmosphère et ça fait un halo lumineux au-dessus des villes que tout le monde a pu voir très facilement. Autour de toutes les grandes villes, on a un halo lumineux qu'on peut voir à des dizaines de kilomètres. Et bien ce halo lumineux perturbe l'observation du ciel étoilé, tout simplement, parce que le ciel devient lumineux et souvent orangé d'ailleurs. Sébastien espère la mise en place autour du pic d'une réserve de ciel étoilé. Un petit enfant qui arrive au jour, en ce moment en ville, à Paris ou dans des grandes villes, ne voit quasiment plus aucune étoile sur la tête. Je parlais du ciel étoilé, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va sur la faune et la flore. Il y a toute une faune et une flore qui a besoin de l'obscurité pour vivre, pour se développer normalement. Mais on peut même aller un tout petit peu plus loin pour dire que ça a une conséquence sur la santé des êtres humains. Puisque c'est très bien connu de la médecine que l'être humain a besoin, pour se régénérer la nuit pendant son sommeil, de dormir dans un environnement sombre, pour sécréter une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil ou la mélatonine, et qui elle-même gère en fait la sécrétion de tout ce qui permet au corps de vraiment se régénérer la nuit quand on dort et de bien pouvoir lutter contre les agressions quotidiennes de l'environnement. Donc ça a des implications bien plus larges que uniquement le ciel étoilé, qui, si on veut, ne concerne que quelques astronomes. La problématique est beaucoup plus large que ça. Outre l'observation des activités solaires, le pic du Midi est devenu le premier site mondial dédié à l'étude du magnétisme des étoiles. La Haute-Bigorre est un véritable château d'eau régional. De ses sommets et de ses lacs dévalent de nombreux torrents et rivières. La charmante vallée de l'Esponne vient rejoindre celle de l'Adour, qui ira ensuite arroser Tarbes, dans la plaine. Tarbes, capitale de la Bigorre et de ses traditions hautes en couleurs, est précisément la prochaine étape de notre promenade en Midi-Pyrénées. En Bigorre, on aime chanter, partout, et surtout ensemble. Dans
Dans les cafés, on se réunit pour les canteras, qui rassemblent des chanteurs amateurs ou professionnels, comme les 6 membres du groupe polyphonique Vox Bigeri. On s'est retrouvés dans un café parce qu'en fait, on n'est pas des chanteurs d'opéra, on est plutôt des chanteurs d'apéro, je crois. C'est nul, hein? Ils ont pas ri. Ouais, chanter dans les cafés, c'est vraiment une tradition et c'est là que plusieurs d'entre nous avons été initiés. C'est là qu'on a fait nos premières, je vais pas dire nos premières gammes, mais nos premières armes, qu'on a appris les premières chansons et qu'on s'est chargé de ces vibrations vocales, de ces vibrations sonores, pour ensuite avoir envie de les partager, toujours dans les cafés, dans les maisons, mais aussi sur les scènes et sur les disques, bien sûr. La polyphonie dans cette région, c'est quelque chose qui n'a pas été médiatisé. Ça n'a pas été médiatisé parce que c'est quelque chose qui est resté vivant, dans le sens que c'est pratiqué dans les familles, dans les fêtes de village, dans les vallées. Voilà, c'est quelque chose qui est spontané. Et encore aujourd'hui, beaucoup de pratiquants de cette vocalité ne nomment pas ce type de chant des polyphonies. Parce que ça fait partie du paysage local et que ça n'a pas été reconnu, labellisé, on va dire, par les médias comme étant de la polyphonie. T'as réfléchi, toi? C'est pour ça qu'on ne parle pas, nous. Moi, je te dis ça comme ça et je te dis quand je passe. Ça me traverse, quoi. Mais vous pouvez parler? Non, on t'écoute. Vachement bien. Tu es beau quand on tu apprend parles. plein de choses. Pascal, Bastien, Régis, Olivier, Henri et Fabrice font aussi sonner le répertoire des polyphonies occitanes dans des lieux plus solennels, comme l'abbaye de l'Escaladieu. Ça parle surtout d'amour, de berger, de montagne. Il n'y a pas de partition, on les apprend comme ça, c'est de la transmission orale tout simplement. Donc on les apprend au fur et à mesure des rencontres, mais il n'y a pas de partition, c'est pas sorti du conservatoire. En fait, c'est assez triste hein, quand on chante tout seul. On a vraiment envie de rajouter une deuxième voix dès qu'il y en a un qui chante une mélodie. Automatiquement, mécaniquement, on a le besoin de créer un espace, de générer des vibrations, donc de faire naître une deuxième voix, qu'elle soit au-dessus ou au-dessous. Et si on est 3 à chanter, ça sera forcément à 3 voix, et ainsi de suite. Parce qu'on a envie de créer un espace avec le son. On sait à quelle heure on commence, mais on sait rarement à quelle heure on finit. Donc on se donne rendez-vous en principe vers 19h et on se laisse vers moins 10. Pour finir les chansons. Moins 10, je sais pas, Moins 4h ou 5h ou 6h, mais moins 10. C'est nul, hein? Étape majeure sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges est l'un des plus beaux sanctuaires de Haute-Garonne. En route à présent pour l'Ariège et la région de Foix, où les torrents continuent à charrier l'or de l'Eldorado pyrénéen.
Sous le couvert boisé des bords de l'Argette, l'orpaillage, la recherche de l'or en rivière, est aujourd'hui affaire de passionnés. Un travail de fourmi. Et un tour de main que David peaufine depuis l'enfance. Dans les années 80, j'ai fait un exposé sur les ressources minéralogiques de l'Ariège. Et dedans se trouvait la présence d'or cité comme source d'approvisionnement de l'hôtel des monnaies de Pamiers à l'époque des rois. Et c'est ce qui m'a donné envie d'essayer. J'ai trouvé de l'or de suite, donc j'ai attrapé la fièvre aussitôt. Historiquement, en Ariège, la présence d'or est avérée depuis très longtemps. Les auteurs anciens parlent des cours d'eau aurifères de l'Ariège. L'étymologie du mot Ariège, c'est origera, et si on traduit, c'est qui charrie de l'or. Et au fil des siècles, l'or a été cherché par les tribus gauloises qui étaient sur place. L'hôtel des monnaies de Pamiers, qui existe depuis très longtemps, avait des registres qui ont été conservés et ça nous permet de savoir aujourd'hui qu'à l'époque, il se ramassait une quinzaine de kilos d'or chaque année sous forme de paillettes et qui étaient transformés en louis d'or ou en autres pièces suivant les rois de l'époque. Alors, la technique est, disons, difficile à avoir, mais c'est un principe très simple. On va trier les minéraux qui constituent les alluvions en fonction de leur densité. C'est pour ça qu'au début du maniement d'une bâtée, on la remplit d'alluvions et on va la secouer très fort, sans logique apparente. Lors de ces secousses, dans l'eau, les alluvions vont former une sorte de soupe qui va permettre aux minéraux les plus denses de se concentrer dans le fond de la bâtée. La bâtée, c'est un cône qui n'est pas percé, donc dans la partie pointue, tout au fond, les paillettes d'or, les minéraux lourds vont s'accumuler. Et au cours du lavage, on va évacuer successivement les couches de surface, qui sont composées par les minéraux les moins denses. Et à la fin, c'est un tri visuel. L'or, quand on l'a vu une fois, on ne peut plus l'oublier et on ne peut pas se tromper. Dans l'orpaillage, il y a évidemment des secrets, c'est un peu comme les coins à champignons, c'est les meilleurs coins où on va trouver les échantillons d'or les plus gros. On y amène les amis dignes de confiance et puis ça finit par se savoir et on en trouve d'autres, c'est le jeu. C'est vrai, c'est très abondant, mais par contre, c'est rarement présent en grande quantité, c'est là tout le problème. On peut se faire plaisir avec des petits échantillons dans 50% des cours d'eau du département et il y en a à 3000 km. Mais on fera pratiquement jamais fortune, sauf coup de chance extraordinaire. C'est surtout un moyen de s'évader des tracas du quotidien, même si ici on n'en a pas beaucoup. L'Ariège, tout comme une grande partie de l'ancien comté de Toulouse, fut une terre cathare à partir du XIIe siècle. Les cathares se disaient tout simplement bons chrétiens, et pour cela remettaient en question l'Église et les abus de son clergé. Ils furent pourchassés par l'Inquisition jusque dans l'un de leurs ultimes refuges, le château de Montségur. Son siège, par les troupes royales en 1243, dura 10 mois. À quelques kilomètres, le gisement de talc de Trimouns est l'un des plus importants du globe. À 1800 mètres d'altitude, la carrière fournit près de 10% de la production mondiale, soit 400 000 tonnes chaque année. Nous partons à présent pour le sud du Massif central, en Aveyron, au pays des Grands Causses et du Roquefort.
En périphérie des grands causses, comme le Larzac, s'étendent les croissants fertiles des plateaux et des collines des avant-causses. Ils offrent des paysages de culture et de pelouses plus ou moins sèches et caillouteuses. Nous voici à Hermilix, petit hameau où l'élevage des brebis de race Lacaune est une spécialité. Aidée de son mari Jean-Louis et de leur fils, Alice vide la vente de son lait aux caves de Roquefort. Chaque jour de la belle saison, elle laisse paître son troupeau de laitières autour de sa ferme. Les brebis peuvent y brouter l'herbe rase et les petits arbustes dont elle raffole. Un moment rituel auquel Alice a eu le temps de s'habituer. Moi, j'habitais en ville, j'étais secrétaire aux achats dans un grand magasin à Rodez. Et je suis venue donc il y a 39 ans, ici sur le Causse. Alors c'est vrai que ça a été quand même difficile au départ. Moi, je connaissais rien à l'agriculture. Et laisser la ville, tout ce que ça avait, bien sûr, c'était différent de ce que c'est aujourd'hui. Hein. Mais ça faisait quand même un contraste. Et c'est vrai que ça a été très difficile lorsque je suis arrivée. Mais aujourd'hui, 39 ans après, j'aurais, je crois, autant de mal que ce que j'ai eu à m'habituer à repartir vivre en ville. Il y a toujours eu des brebis sur les causses parce que la brebis s'adapte très bien à la végétation du Causse, puisque sur un Causse, il y a très peu de terre, hein, hormis dans les dolines, c'est-à-dire des cuvettes naturelles, où il y a un peu de profondeur de terre. Mais c'est vrai que sur les Causses, les brebis s'acclimatent très bien à cette végétation. Moi, je ne connais pas toutes mes brebis. Une par une, non. Il y en a 550 quand même. Mais j'en connais certaines. Les vrais bergers, aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Hein. Des bergers, il n'y en a pratiquement plus. Ils ont été remplacés par les clôtures électriques. Hein. Ce qui fait qu'à l'époque, les vrais bergers, je pense, connaissaient leurs troupeaux. Ce qui a changé, notamment sur notre ferme, et je pense sur les autres fermes, il y avait les grands-parents qui étaient là. Souvent, il y avait un oncle ou une tante célibataire. Donc, on était nombreux sur les exploitations. Pendant 20 ans, nous sommes restés seuls sur l'exploitation avec mon mari. Aujourd'hui, en 30 ans, on se retrouve avec le double de brebis que ce qu'on avait. Et la mécanisation aussi a bien... c'est bien développé, surtout au niveau de la machine à traire, puisqu'aujourd'hui, une seule personne peut arriver à traire 400 brebis à l'heure. Donc, il y a 30 ans, on était obligé de traire à deux avec mon mari et on mettait 1h30 pour traire 300 brebis. De janvier à juin, c'est la période de lactation. Les brebis de race Lacaune, comme celle d'Alice, règnent aujourd'hui en maître sur la zone de collecte du lait, baptisée le rayon du Roquefort. Une zone étendue sur plusieurs départements qui rassemble un immense troupeau d'environ 800 000 bêtes. On a la chance d'être au Grand Air. On est dans une belle région qui est magnifique. C'est nous qui dirigeons notre travail, on vit avec le temps. Hein. C'est vrai qu'on a les aléas climatiques qui, des fois, ne nous aident pas beaucoup. Mais avec ça, moi je vois aujourd'hui, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Dans les grands causses, la légende veut qu'un pâtre amoureux, suivant sa bergère, ait oublié son pain et son fromage de brebis dans une grotte. Y revenant quelque temps après, il les retrouva couverts de moisissures. Goûtant le fromage, il s'en régala. Le Roquefort était né. Le village de Roquefort-sur-Soulzon s'étire au flanc d'un des éboulis les plus célèbres de France, le rocher du Combalou.
C'est dans cette zone minuscule de 2 km de long et d'à peine 300 mètres de large que doit être affiné le fameux fromage à pâte persillée. L'effondrement du plateau calcaire a créé des grottes naturelles que l'homme s'est empressé d'aménager en caves d'affinage, parfois sur plus d'une dizaine de niveaux. Le petit plus des caves de Roquefort, ce sont les fleurines, un réseau de failles qui assure leur parfaite ventilation ainsi qu'une température constante et un taux d'humidité maximal. Après 3 semaines à l'air libre, certains pins de Roquefort sont emballés dans une feuille d'étain, ce qui permettra la poursuite de leur affinage en dehors des caves. Une vieille tradition que font perdurer les cabaниères. Le Roquefort, dont l'origine remonterait au XIe siècle, doit sa renommée à un petit champignon, le Penicillium roqueforti. Ce dernier lui donne sa saveur et ses couleurs si caractéristiques. Dans cet univers de bois et de pierre, au cœur de la montagne, la magie continue d'opérer siècle après siècle. Parmi les lacs de la région du Lévezou, celui du Parlou est le plus vaste. C'est même l'une des plus grandes retenues artificielles du sud-ouest de la France. Voici l'ouvrage d'art qui a rendu Millau célèbre dans le monde entier, le Viaduc. Un chef-d'œuvre d'architecture civile dont l'envol au-dessus de la vallée du Tarn est tout simplement spectaculaire. Le viaduc demeure le pont routier le plus haut du monde. Si son tablier ne culmine qu'à 270 mètres du sol, l'une de ses 7 piles toise la rivière de ses 343 mètres de haut. Millau est également réputé pour une activité qui fut à la base de son économie pendant des siècles. La ganterie. Olivier et Jean-Marc sont frères et gantiers. Quand notre arrière-grand-père a créé la ganterie en 1924, il y avait déjà 62 manufactures de gants à Millau. Il y a eu jusqu'à 6900 employés dans les années 60 à peu près. Millau était la capitale mondiale du gant depuis le Moyen-Âge. À la base, il y avait beaucoup de troupeaux et de très belles races d'animaux autour de Millau. Et à partir du moment où on tuait les bêtes, il fallait rapidement travailler les cuirs pour pas qu'ils s'abîment. Donc les mégiciers se sont mis le long du Tarn, de la rivière, et les gantiers se sont mis juste derrière les mégiciers. Et donc historiquement, c'est parti comme ça. On a une qualité des cuirs qui est vraiment très très belle et qui est unique au monde, une façon de travailler le cuir qui s'appelle le plongé et qui a donné les dernières lettres de noblesse sur la ganterie. Et aujourd'hui, c'est toujours en cours. Le passé glorieux de la ganterie millavoise est aujourd'hui révolu. Les 3 manufactures encore en activité se sont positionnées sur une production haut de gamme, préservant ainsi de précieux savoir-faire. Je crois que
l'expérience, le temps, la qualité des matières, l'expérience bien sûr de toutes les piqueuses qui travaillent ici, certaines depuis l'âge de 18 ans alors qu'elles ont plus de 55 ans, jouent dans la qualité et c'est tout ça qui va faire la différence entre une belle fabrication et le reste. Voilà, et ça c'est important aussi, d'avoir un très bon rapport qualité-prix également. On peut aujourd'hui faire quelque chose de très joli, fabriqué en France, sans être à des prix astronomiques. C'est difficile aujourd'hui d'être à la tête d'une société, de s'occuper bien de tous les postes, que ce soit la communication, la gestion. Et là, d'être deux, c'est bien parce qu'au moins chacun est dans sa partie et on communique tous les deux et ça permet d'avancer plus sereinement. On raisonne en famille. Puis on travaille surtout en confiance, parce qu'on est en famille. Donc je pense que finalement c'est un atout. C'est un atout. Il est temps de quitter Millau et de poursuivre notre voyage en Midi-Pyrénées. Au nord-est du département du Tarn, en bordure de la forêt de Grésigne, l'ancienne bastide de Puy-Celle-Cy reste blottie à l'abri de ses remparts édifiés au XIVe siècle. D'origine celte, le village fut fondé vers l'an 1000 par des moines bénédictins. Un petit miracle de pierre qui a vaillamment traversé les siècles sans jamais se laisser prendre. Si Toulouse est la ville rose, Albi est sans conteste la ville rouge, la brique y est partout présente. Son ensemble épiscopal réunit le magnifique palais de la Berbie à l'imposante cathédrale fortifiée, joyau du gothique méridional. Secrète et obstinée, la Truyère a creusé dans les plateaux de granit de l'extrême nord aveyronais des gorges étroites, profondes et sinueuses. Bien que peu connue, elle compte parmi les plus belles curiosités naturelles de cette région, plus auvergnate que toulousaine. Un peu plus au sud, dans un site d'une beauté rare, le village de Conques sert d'écrin à une magnifique église romane du XIIe siècle. Étape majeure vers Compostelle au Moyen Âge, elle abrite un fabuleux trésor d'orfèvrerie religieuse. La descente du Lot nous amène dans le département éponyme l'ancien Quercy. Là, de Liozu à Saint-Cyr-la-Popie, l'émerveillement est au rendez-vous. Le Quercy est l'autre pays des Causses. L'épaisse dalle de calcaire y est entaillée par les profondes vallées du Lot et de son affluent et réplique en miniature, le Célé. Au vert des fonds de vallées fertiles et cultivées répond le trait lumineux de leurs falaises de craie. Dans le petit hameau de Liozu,
Au pied d'une paroi vertigineuse se niche un lieu pour le moins curieux. Le musée de l'insolite. Un musée tout droit sorti de l'imaginaire fertile et excentrique de Bertrand. J'ai toujours récupéré des objets dans les décharges, un peu partout. On m'en a donné aussi. J'ai toujours récupéré, quelquefois sans savoir ce que j'allais faire des objets ainsi récupérés. Jusqu'au jour où j'ai eu envie de les montrer aux gens, mais d'une autre manière que dans un musée traditionnel. Donc j'ai transformé les objets. Si vous avez une petite plaisanterie, un jeu de mots, une pirouette, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant pour tout public, en fait. Arrivé de Champagne il y a une quinzaine d'années, Bertrand est un parfait autodidacte, doté d'une grande sensibilité artistique. Le repère qu'il s'est choisi a visiblement boosté son inspiration. C'est un endroit extraordinaire, c'est sous cette falaise gigantesque. C'est un endroit très fort. Et quand je suis arrivé ici, je ne faisais pas du tout ce métier-là. Je suis arrivé à l'art et tous ces objets, toutes les choses que j'ai trouvées, transformées, inventées, se retrouvent ici magnifiées. Parce que ici, ça fait 30 000 ans que les gens habitent ici. Donc c'est quand même un endroit qui n'est pas innocent pour la vie et pour la création, parce qu'on est proche aussi des grottes de Pechmerle, des grottes ornées avec des mammouths, avec des chevaux qui sont peints. Et puis les falaises sont de véritables sculptures naturelles quelquefois. Donc c'est vrai qu'il y a une osmose entre le lieu et moi. Je pense que le hasard a une grande part dans tout ce que je fais, dans la mesure où je découvre des objets perdus, que je récupère. Un objet complètement ordinaire, sans retouche. Il est pas beau ? En aval, sur le Célé, le petit village de Cabreret s'étend au pied du puissant château des seigneurs de Gontaut-Biron, édifié au XVe siècle. En équilibre au-dessus du Lot, Saint-Cyr-la-Popie est sans mentir l'un des plus beaux villages médiévaux de France. Riche de maisons anciennes, bâties entre le XIIe et le XVIe siècle, il est notamment renommé pour la jolie patine de leur toiture. Les causses du Quercy ont aussi leur face cachée. Il faut un brin d'audace pour s'y aventurer. Florian, lui, a fait du monde souterrain son territoire de jeu. Un territoire d'une beauté mystérieuse qui, dans ce haut lieu de la spéléologie française, paraît sans limite.
Les causses du Lot recèlent des centaines de cavités et de grottes auxquelles on accède par des zigues, mot local désignant des puits naturels souvent étroits. Les causses sont typiques du karst, un relief calcaire où l'eau est quasiment absente en surface, mais alimente d'abondantes rivières souterraines. L'important au royaume d'Hadès est de ne pas perdre le fil. Histoire d'être certain de toujours retrouver la sortie. Les vallées du Quercy, principales ou secondaires, sèches ou humides, se caractérisent par une végétation plutôt abondante lorsque la falaise ne se montre pas à nu. Le fond de ces vallées est souvent plat et très fertile. Les cultures de céréales y sont nombreuses. Certaines combes sont de véritables corridors de biodiversité où les milieux naturels et les habitats sont protégés. Bois des versants, rochers, pelouses sèches, prairies naturelles. Dans le petit village de Gigouzac se tient aujourd'hui une drôle d'assemblée. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants. Bonjour. Nous avons constitué un troupeau qu'on appelle un troupeau collectif. Plus de 800 brebis sont ici, là, tout près de vous, dans ce pré. Et nous allons tout à l'heure les sortir pour donc continuer ce parcours, cet itinéraire qui nous a fait démarrer mardi de Rocamadour, qui va nous amener à Luzèche demain. Abdon et Jean-Louis sont les deux organisateurs de cette transhumance en Quercy. Il y a une douzaine d'années, il y a eu un incendie important sur mon village qui s'appelle Luzèche, qui a mobilisé beaucoup de forces vives de pompiers, d'argent. On a dépensé de l'argent pour éteindre l'incendie qui a duré pratiquement 2 journées. Et à partir de là, je me suis rendu compte que beaucoup d'endroits se fermaient sur mon village parce qu'il n'y avait plus d'agriculteurs sur ce village. Les agriculteurs qui étaient agriculteurs il y a 40 ans se sont mis au vin de Cahors et donc ils ont délaissé un tas de prairies et un tas de sous-bois qui se sont embroussaillés. Donc c'est pour cela qu'il y a eu des incendies. Et à partir de là, nous avons réfléchi sur justement un transfert de troupeaux sur ma cité, sur mon village, pour justement nettoyer ces espaces abandonnés. Abdon, le propriétaire foncier de Luzèche, a contacté Jean-Louis, l'éleveur de brebis, pour imaginer un déplacement de troupeaux, au départ de façon très empirique. Nous transhumons depuis pratiquement 1999, d'une façon un peu sauvage. On n'avait pas d'autorisation, pratiquement pas. Tu peux même dire totalement illégal. Totalement illégal. Depuis 2006, la transhumance est totalement légale. Elle est même reconnue et encouragée par les autorités locales. Une transhumance en forme de petite révolution paysanne. Il n'y avait pas de transhumance ancestrale dans ce département, dans cette région qui est pourtant une région moutonnière, une des premières de France d'ailleurs. Il y a un pastoralisme très très fort, très installé dans notre région, mais c'est un pastoralisme très sédentaire. Nous sommes peut-être en train de créer une tradition de pastoralisme, de transhumance aujourd'hui. Pour le moment, c'est la brebis cosnarde, facilement reconnaissable à ses taches noires autour des yeux, qui transhume.
mais elle pourrait bientôt ne plus être la seule. Un animal qui ne sait pas vivre sans la proximité de ses congénères. On a affaire à des animaux qui sont de par nature très grégaires. C'est vrai, aujourd'hui nous avons des brebis, hein, mais nous pouvons aussi recevoir des bovins, des équins. Exactement. Et ça, c'est pas un problème, il suffit de trouver les propriétaires de ces animaux. La transhumance suit peu ou prou le même itinéraire chaque année. Une balade de 70 km en 5 étapes, ouverte à tous les amoureux de la marche et de tous âges. Avec ce retour des animaux et à travers cette transhumance, je crois qu'effectivement, on crée un nouveau lien social. Moi, c'est comme ça que je le vis en tous les cas en tant qu'éleveur, en tant que berger. J'espère que les propriétaires de leur côté le vivent de la même manière. Oui, nous le vivons de la même manière, bien sûr. Pour nous, c'est important que tous ces gens-là qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui sont contents. Et ceux qui sont sur place. Et ceux qui sont sur place, qui nous attendent sur place, puissent bénéficier de cette transhumance. En aval de Cahors, le Lot serpente dans sa vallée en formant de superbes méandres, dont celui de l'Uzèche. Lozerte, surnommée, non sans un peu d'exagération, la Tolède du Quercy blanc. C'est l'une des plus belles bastides du Lot-et-Garonne. Au débouché des gorges de l'Aveyron, perchés sur une falaise dans un site époustouflant, les deux châteaux de Bruniquel conservent des vestiges dont certains pourraient remonter au 7e siècle de notre ère. Notre dernière étape en Midi-Pyrénées nous emmène dans le département du Gers, plus précisément en Lomagne, terre d'ail et de couleurs. À Lectoure, nonchalante capitale de la Lomagne, c'est une ancienne tannerie au volet d'un bleu bien particulier. Le bleu pastel. Le pastel est un pigment issu des feuilles d'une plante appelée la guède. Introduite en Europe au Moyen-Âge par les Arabes, elle fit la fortune des pasteliers du Midi toulousain. Puis l'indigo, arrivé des Indes, détrôna le pastel. Depuis une quinzaine d'années, à Lectoure, on a retrouvé et remis au goût du jour la tradition du pastel. Et ce, grâce à un procédé d'extraction du pigment beaucoup plus simple que les cocagnes d'autrefois. Mais la teinture s'effectue toujours à la main. Chaque fois, la magie opère. Et le textile ressorti jaunâtre de la cuve vire au bleu en quelques secondes.
quelques kilomètres de Lectoure, voilà peut-être la plus petite ville fortifiée de France, La Ressingle. Bâti au XIIIe siècle, ce donjon ceint de remparts demeura pendant 3 siècles la résidence des évêques de Condom. C'est sur ces terres d'Armagnac que s'achève notre échappée en Midi-Pyrénées.